sommaire de ce 12h30, protection et gestion des ressources halieutiques, création de l'autorité du bassin de Mono et la mise sur pied d'un centre national de lecture et d'animation culturelle sont les avant-projets de loi examinés hier en Conseil des ministres placés sous la houlette du chef de l'État. Les autorités togolaises sont plus que jamais engagées à lutter contre la corruption dans le pays. Un comité de pilotage de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le fléau a été installé ce matin à Lomé. Le bras de fer se poursuit en Côte d'Ivoire. L'opposition maintient son intention de mettre sur pied un conseil de transition alors que le pouvoir dénonce un acte insurrectionnel portant atteinte à la sûreté de l'État. Sport football, le tournoi UFOAB prévu à Lomé est reporté à une date ultérieure. Cette compétition de qualification réservée aux joueurs de moins de 20 ans devrait concerner 7 pays ouest-africains. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Conseil des ministres hier au palais de la présidence de la République à Lomé sous la houlette du chef de l'État Fort et Sozimna Nyasingbe. Le Conseil a examiné des avant-projets de loi et des communications. S'agissant des projets de loi, le premier porte sur la loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. L'adhésion du Togo à cette convention permettra entre autres le renforcement de la coopération au niveau international, régional et sous-régional. Le Conseil s'est aussi penché sur la loi autorisant la ratification de la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono signée en 2014 à Cotonou au Bénin. Cette loi vise à assurer un développement intégré et durable du bassin du Mono en étroite collaboration entre le Bénin et le Togo. Enfin, au titre des projets de loi, le Conseil a également examiné le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre national de lecture et d'animation culturelle Sénalac. En marge du Conseil, le ministre de la Communication des médias a animé une conférence de presse au cours de laquelle la question du décret portant création du Centre national de lecture et d'animation culturelle a été abordée. Ce centre se veut un outil de consolidation et renforcement de toutes les structures publiques intervenant dans les lectures publiques. Selon le ministre de la Communication, professeur Akoda Ayoadan, la création de ce centre permettra d'encourager la lecture. On peut l'analyser en partant de 1978. 1978, l'État togolais crée quelques bibliothèques. À partir de 1987, l'État est aidé, notamment par des bailleurs de fonds, pour créer des structures de lecture sur toute l'étendue du territoire. Il y en a 66, 30 d'initiatives publiques et 36 d'initiatives privées, notamment confessionnelles, laïques. À partir des années 2000, l'OIF nous a aidés sur les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, qui doit en avoir 12 sur l'étendue du territoire. Donc, de par le passé, il y avait une politique de la lecture. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le Togolais lit moins. Ce sentiment doit être corrélé aussi avec l'évolution. On lit moins peut-être du papier, on lit plus du numérique. En tout état de cause, le projet de création de ce centre national relativement à la lecture, a pour ambition de fédérer toutes les structures de lecture publique. C'est un centre qui, s'il vient à naître, sera doté de beaucoup plus de moyens pour pouvoir organiser la lecture publique, mettre à disposition les ouvrages sur toute l'étendue du territoire. Mais il y a un paramètre intéressant qui est rentré en jeu, c'est la décentralisation. Avec la décentralisation, les mairies, les communes, seront mises à contribution pour pouvoir diffuser un peu plus facilement et de façon beaucoup plus efficace la lecture au sein de nos populations. Le ministre Akoda Ayoadan est aussi revenu sur la question de la politique nationale de la sécurité routière face à la recrudescence des accidents de la route. Un certain nombre de mesures avaient déjà été prises. Il faut le rappeler, le port du casque pour les motocyclistes. Un travail a été fait en termes de pédagogie pour que les Togolais adhèrent au port du casque. Dans la sous-région, nous sommes cités un exemple. La réglementation de la circulation des poids lourds aussi, aujourd'hui, est un actif. Mais le constat qui est fait et qui demeure, c'est que
malgré tous ces efforts, le niveau d'accidents de la circulation reste quand même élevé. Et pour endiguer ce taux que l'on considère, en tout cas un mort, et c'est déjà un mort de trop, le gouvernement a pensé réorganiser sa politique autour d'un certain nombre de piliers, en créant des organes pour coordonner. Les infrastructures routières seront concernées. Il y a une politique de développement de les infrastructures routières dans notre pays et parfois, cela n'est pas faux de le dire, ces infrastructures routières peuvent surprendre les populations ou les dépasser, ce qui entraîne un usage peu adéquat de ces infrastructures. Donc il va y avoir un travail autour des infrastructures. Il va y avoir un travail qui va être fait autour du véhicule. Alors quand on parle de véhicule comme pilier de cette politique, c'est tout le travail en termes de contrôle, en termes d'acquisition du véhicule. Récemment, les véhicules neufs, par exemple, sont exonérés de taxes. Donc, ce sont autant de mesures qui vont être coordonnées dans la politique pour qu'on ait, pas une centralisation de l'action, mais une action axée sur le résultat, une action mieux coordonnée pour obtenir moins de tués sur nos routes. De la présidence à l'Assemblée nationale, la présidente de l'institution, Yawa Digodi-Tchegan, a échangé ce matin avec l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France près de la République togolaise, Madame Jocelyne Caballero. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le plan national de développement PND, la diplomatie parlementaire franco-togolaise ainsi que la place de la femme dans les instances décisionnelles. Madame Jocelyne Caballero au sortir de l'audience. Je pense qu'il y a ici des ressources, il faut les mobiliser, il faut aussi qu'elles bénéficient de notre activité, qu'il y ait des retombées ici très concrètes et que ça fasse travailler des associations, des entreprises. Je l'ai dit à Madame la Présidente, on est très très bien accueillis au Togo et on est attendu aussi, c'est-à-dire qu'on sent le souhait de cette coopération avec la France et de la renforcer encore. Et évidemment, ce sont un environnement qui est particulièrement agréable. Nous parlons également de la lutte contre la corruption au Togo. Dans cette édition, le comité multisectoriel de pilotage de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a été officiellement installé ce matin à Lomé. Ce comité sera chargé d'élaborer des outils nécessaires pour renforcer la lutte et la répression contre le fléau. Geneviève Bono. Constitué d'une quarantaine de membres de tous les secteurs, ce comité mis en place par Aplusia aura 18 mois pour développer des stratégies de lutte et de répression contre la corruption, un fléau qui sape les efforts du développement. Pour le président de Aplusia, Issahana Wiao, la mise sur pied de ce comité est une approche participative, inclusive, qui vise à impliquer toutes les parties prenantes. La stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption, c'est une activité fondamentale. C'est elle qui va asseoir la lutte contre le flot de la corruption dans notre pays sur les standards internationaux. Pour le faire, il faut des personnes ressources. C'est pourquoi nous avons sollicité les experts, les personnes ressources de tous les départements ministériels, la société civile, le secteur privé. Concrètement, ils vont planifier la lutte contre la corruption dans notre pays. Le diagnostic est déjà fait avec l'étude sur la perception et le coût de la corruption. Cette étude a révélé que beaucoup de secteurs de notre pays sont menacés par les flots de la corruption. Donc, le plan stratégique va prescrire le remède secteur par secteur pour voir comment on peut tacler la corruption dans notre pays. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui a pu Aplusia dans sa mission, réaffirme son engagement à accompagner ce comité. Maktar Fall, représentant résident adjoint du PNUD au Togo. Nous savons que la corruption est un fléau mondial et au Togo, l'étude récente qui a été faite montre que c'est quand même un phénomène qui touche aussi bien le secteur public que le secteur privé. Et donc, après avoir aidé la Aplusia à avoir sa stratégie, nous allons aller vers la phase concrète, c'est-à-dire à supporter encore l'élaboration d'un document opérationnel qui permette aussi bien de prendre en compte des questions de prévention, des questions de traitement, mais également les sanctions. Donc nous restons très engagés auprès du gouvernement, auprès de Aplusia, à peut-être les accompagner dans ce mandat. Je pense que les autorités font quand même des efforts pour amoindrir ce phénomène. Mais il reste encore du travail, il reste encore beaucoup, surtout au niveau de la sensibilisation. Le comité, dans l'exercice de ses fonctions, sera appuyé par des consultants nationaux et internationaux.
Merci à vous Geneviève Pognon. 6e séance d'échange et de partage mercredi talk hier à Lomé. Faire découvrir aux jeunes et femmes entrepreneurs tous les enjeux et opportunités des objectifs de développement durable. Tel est le but de cette rencontre. La séance d'échange a été animée par Mokhtar Aoudia, représentant résident du PNUD au Togo. Les objectifs de développement durable, il y en a 17. La finalité, c'est de nous permettre de vivre dans un monde meilleur et de donner le bien-être à tout le monde. La totalité des objectifs touche les jeunes et les femmes, mais il y en a quelques-uns qui sont beaucoup plus spécifiques. Si je prends l'objectif de développement 4, qui vise les questions d'emploi, ça vise particulièrement les jeunes. Ce qu'il faut, c'est que ces jeunes puissent saisir ces opportunités auprès d'abord du gouvernement, ensuite auprès des partenaires techniques et financiers, auprès également des acteurs de la société civile pour avoir un accompagnement, pour avoir les formations qu'il faut et avoir aussi les ressources. On est dans un monde où l'entrepreneuriat des jeunes doit être soutenu, accompagné, appuyé. Pour le coordonnateur de Nunyalab, Kossi Achonuglo, cette rencontre vise à informer les jeunes porteurs de projets sur les opportunités des ODD. Nous avons accompagné avec l'aide de PNUD, de FAEJ, du ministère du Développement à la base, des jeunes qui ont bouclé leur première session. Et nous avons commencé aujourd'hui, après un an, à ouvrir encore une deuxième vague pour les jeunes pour s'inscrire. Et nous appelons ici pour les jeunes, ce n'est pas des jeunes qui ont des entreprises en technologie uniquement, mais des jeunes qui ont aussi des idées, des entreprises créées ou non créées à s'inscrire via notre plateforme. Notons qu'il y a un an que Nunyalab est au service des jeunes entrepreneurs. Cette structure a pour rôle de soutenir l'étape clé de gestation des projets innovants et permettre une optimisation de leur potentiel de création d'emplois et de richesses. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 a une fois encore répondu présent à son rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Le coordonnateur national, professeur Djibril Mohamed, a abordé hier plusieurs points dont la proposition par le gouvernement d'un plan de réorganisation sanitaire pour la mise en charge des cas. Colonel Djibril Mohamed. Comme la maladie est dispersée dans tous les quartiers de la capitale, ça sera une réorganisation déconcentrée. Je m'explique. Toutes les formations de soins doivent être capables de faire les prélèvements pour le diagnostic. Nous avons constaté qu'il y a à la fois un retard de diagnostic qui fait que le patient met beaucoup de temps pour savoir ce qu'il a. Aussi, il y a un retard de recherche des cas contacts quand il y a un cas positif, car ces cas contacts ont augmenté, donc la charge de travail a augmenté pour le personnel qui fait ce travail-là. C'est ce qui a amené la déconcentration. Ça commencera par Lomé. Et à Lomé, il y a 15 formations sanitaires qui ont été sélectionnées. En fait, ces formations appartiennent au chef-lieu de chaque commune. Et dès qu'un malade ou un cas suspect arrive dans ces centres, le prélèvement est fait systématiquement pour ne pas perdre temps. Aussi, les cliniques privées ont été retenues. Il y aura 6 cliniques privées dans lesquelles, dès que le patient arrive, le prélèvement sera fait systématiquement et dirigé au laboratoire, au CHU Campus, pour faire rapidement les tests pour que dans la journée, ils aient les résultats. Ceci évitera le retard de diagnostic chez la plupart des malades. Pourquoi le choix des chefs-lieux des communes? Ceci permettra que les maires se mettent en action, donc les comités locaux, avec les maires qui vont se mettre en action, en association avec les CDQ et les agents de santé communautaire, qui vont faciliter à la fois à la recherche des cas positifs, mais aussi faciliter la recherche des cas contacts. Le coordonnateur, dans ses interventions, a également fait cas de la découverte d'un foyer à Ouassem dans la préfecture de Yoto. Comment expliquer l'augmentation des cas cette semaine? Ces augmentations peuvent s'expliquer simplement par un foyer qui est apparu dans une société dans la préfecture de Yoto. C'est la société Ouassem
Ceci a entraîné la fermeture de l'usine afin de permettre au personnel de santé de rechercher les cas contacts, d'assainir l'environnement et d'éviter que les cas se retrouvent dans la population de la préfecture. Actuellement, nous sommes en train de scrimer dans cette zone pour éteindre le foyer. Le Covid-19 est devenu communautaire et endémique au Togo. La situation de la maladie à la date d'hier était de 650 cas actifs, 1699 patients guéris et 57 décès, soit un total de 2406 cas confirmés de coronavirus. La vigilance doit être de mise, exhorte la Coordination nationale de la gestion et de la riposte contre le Covid-19. Le journal Léontine à Toguima. Hors du Togo en Côte d'Ivoire, le bras de fer se poursuit. Les domiciles des principaux opposants qui dénoncent la réélection d'Alassane Ouattara sont toujours encerclés par les forces de l'ordre. Mais le parti au pouvoir se refuse à parler de résidence surveillée. Juliette Kamdé. Le RHDP, le parti au pouvoir, affirme que l'opposition a commis un acte insurrectionnel portant atteinte à la sûreté de l'État. Ces leaders sont en fait retenus chez eux de manière préventive et cela en attente d'une instruction judiciaire. Guillaume Soro, lui, veut montrer qu'il prend le relais. Vu la traque contre les principaux dirigeants du Conseil national de transition, je décide en toute responsabilité de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de transition, a lancé l'ex-rebelle. Depuis Paris, il appelle les forces de défense et de sécurité à agir. Laurent Gbagbo, lui, a appelé hier le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'invitant à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression. Les conseils de M. Bédier et des leaders de l'opposition demandent au procureur de la République de mettre un terme à ces actes illégaux. Au RHDP, on répond que ces mesures ne sont que préventives et seront levées une fois que l'opposition s'inscrira de nouveau dans l'ordre constitutionnel. Merci à vous Juliette Kamdé. Présidentielle américaine, qui de Biden et de Donald Trump sera le futur président des États-Unis. En tout cas, le décompte se poursuit dans 5 États clés: la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie et la Floride. Pour le moment, Joe Biden est en tête avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump, qui d'ailleurs a annoncé hier 3 offensives judiciaires en demandant le recomptage des voix dans le Wisconsin et la Pennsylvanie. Pour la première fois en 20 ans, les Américains ne connaissent pas le nom de leur président au lendemain du vote. Sport, football, la Fédération togolaise de football a reporté à une date ultérieure le tournoi de qualification des moins de 20 ans UFOAB. La difficile gestion de la logistique pour les joueurs de 7 pays en cette période de Covid-19 en est la cause. Théophile Dandakou. Pour expliquer ce report, la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 a avancé la gestion difficile des cas de logistique pour des effectifs de joueurs venant de 8 pays. La restauration, l'hôtellerie, le déplacement posent problème. Le professeur Djibril Mahamal, coordonnateur national, a également évoqué le maintien du match du 7 novembre prochain au stade de Kégué face à face Togo-Égypte. Nous avons travaillé avec la fédération et nous avons proposé la gestion de ce match comme la gestion des voyageurs, où l'équipe d'Égypte arrivera, ils seront accueillis, testés, mis dans un hôtel avec le respect des mesures barrières. Au stade aussi, nous allons tester tout le monde, même avec les ramasseurs de balles. Et le match se fera sans spectateurs. Maintenant, pour ce qui est du tournoi de l'UFOA, compte tenu des circonstances actuelles, nous avons souhaité que ce tournoi soit reporté. Parce qu'il y aura 8 pays qui vont arriver et aussi il y aura d'autres secteurs qui ne sont pas encore ouverts, qui seront impliqués dans la gestion de ce tournoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt avant de recevoir ce tournoi. Voici à présent les résultats de la 3e journée de la Ligue européenne des champions disputée ce mercredi. Istanbul gagne Manchester United de 2-1
FC Barcelone domine Dynamo Kiev 2-1 également. Juventus de Turin humilie Ferencváros 4-1. Dortmund d'Allemagne s'impose 3-0 contre FC Bruges de Belgique. FC Séville d'Espagne réussit 3-2 face à Krasnodar. Zénith Saint-Pétersbourg et Lazio Rome, un but partout. Chelsea d'Angleterre triomphe de Rennes de France 3-0. Enfin, Leipzig d'Allemagne prend le dessus sur le PSG 2-1. Pour le moment, et pour avoir gagné 3 succès en autant de matchs, le Bayern de Munich d'Allemagne dans le groupe A, Manchester City dans le groupe C, Liverpool dans le groupe D et FC Barcelone dans le groupe G ont presque assuré leur qualification en 8e de finale avant même la phase retour. C'est sur cette note sportive que nous fermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. La pandémie du coronavirus ne connaît toujours pas de répit. Le virus continue de se propager allègrement dans nos communautés. Une seule chose nous protège le mieux en attendant la découverte d'un produit, c'est le respect des mesures barrières. Notre rubrique sensibilisation revient sur leur importance et c'est avec Alice Berthe Baranda. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre à l'hôpital. Contactez plutôt le 111 ou le 20 113 pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg